Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui, comme vous l'avez vu en titre, sera un bilan lecture. Donc, je vais vous présenter trois romans, deux en papier, un en e-book. Et je vais vous parler de trois BD que j'ai lus. Donc, on va commencer sans plus attendre par Incarnation de Pierre Bordage, paru aux éditions Léa, que j'ai lu en lecture commune avec Caro de la chaîne Caro Livre. Donc je vous mettrai le lien vers sa chaîne en barre d'infos. Alors, Incarnation, on se retrouve dans un univers où voilà, il y a une grande masse qui s'appelle qui est le karma, qui régit un peu tout l'univers. Et vous avez des karma rashi qui voyagent dans le temps pour empêcher certaines actions, pour éviter que le karma soit bouleversé et que l'histoire ne soit pas complètement bouleversée. Donc le roman s'ouvre sur une jeune karmachari qui s'appelle... Est-ce qu'on va avoir son nom? Comment s'appelle-t-elle? Aliane. On a Aliane qui va sauver un jeune homme en Allemagne. Et à son retour de mission, on va apprendre qu'elle a sauvé Hitler. Alors, elle a quand même fait des recherches sur le jeune homme qu'elle a sauvé. Elle ne comprend pas pourquoi on a empêché son assassinat avant qu'il ne devienne le plus grand boucher que la planète ait jamais connu à l'heure actuelle. Et en fait, on lui explique que c'était dans son karma de ne pas mourir, de continuer à vivre, car si le monde n'avait pas connu la folie meurtrière d'Hitler, peut-être qu'il ne serait pas le monde que l'on connaît actuellement. Peut-être ce serait, et a priori, d'après ce que ses chefs lui disent, ce serait pire. Donc là, je vous spoil rien, c'est juste la toute première action, les toutes premières pages. Et voilà, on va suivre Aliane et ses compagnons dans plusieurs époques, le passé, le futur, dans différents coins du monde. Et au fur et à mesure de ces voyages, elle va rencontrer les méchants, hein, les partisans du Seigneur de l'Ombre, qui eux font tout justement pour bouleverser le karma. Et au fur et à mesure de ces voyages, elle va s'apercevoir que le monde du bien est infiltré par le Seigneur des Ombres et qu'il projette de faire quelque chose d'absolument abominable. Et elle va se lier à plusieurs compagnons pour essayer de déjouer les plans du Seigneur des Ombres. Alors, j'ai adoré cette lecture, j'ai adoré ce roman. Pierre Bordage a une plume absolument visionnaire de ce que pourrait être le monde. Il a créé un univers hyper riche, hyper solide, hyper documenté. Dès les premières pages, on a vraiment l'impression d'y être. C'est très dense, il a fait énormément de recherches historiques. Les personnages sont très fouillés. Ça se lit franchement tout seul. Alors j'aurais juste un bémol sur ce roman. Il aurait pu être un énorme coup de cœur, si ce n'est, voilà, j'ai trouvé la fin qui tombait un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Ça faisait un peu comme un soufflet qui retombait. Je dis ouais, tout ça pour ça, finalement. Voilà, j'ai trouvé que la fin n'était pas à la hauteur de l'imagination, du suspense et de la densité qu'il y avait dans ce roman. Et en tout, enfin, voilà, pour ceux qui ne connaîtraient pas Pierre Bordage, il a une plume absolument fantastique. C'est un énorme roman, à la fois historique, à la fois de science-fiction, à la fois d'anticipation. Les personnages sont très très fouillés. Et voilà, c'est une très très bonne lecture que je vous encourage vivement à découvrir, même si pour ma part ça n'a pas été un coup de cœur jusqu'au bout.
Alors, ensuite, je vais vous parler de la série Light Years, le livre 2 Supernova de Cass Morgan, paru aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Alors, Cass Morgan, c'est l'autrice de la série Les 100, que j'ai lu l'année dernière. Et j'avais lu le premier tome, le livre 1, en tout début d'année. Je l'avais emprunté à la bibliothèque et j'avais beaucoup aimé cet univers. Et j'ai été sélectionnée dans l'opération Masse Critique de Babelio pour recevoir justement le livre 2. Donc il s'agit d'un diptyque. Donc ici c'est la suite et la fin de Light Years. Donc on retrouve les 4 protagonistes rencontrés dans le premier tome, Vesper, Aran, Aurelia et Cormac. Alors, on se trouve dans une académie spatiale, c'est un peu un space opéra, dans une académie spatiale où l'élite de l'armée est formée. Et on suit l'histoire de 4 cadets, donc Vesper, Aran, Aurelia et Cormac. Dans cet apprentissage, ils vont se lier d'amitié, ils vont former tous les 4 un escadron, ils vont remporter de francs succès lors d'examens, et au fur et à mesure, on va s'apercevoir que chacun d'entre eux cache des secrets. Donc il y en a un, c'est pas tout à fait ça. Enfin, je vais pas vous dire lesquels pour pas vous spoiler, mais voilà, il y a plein de secrets. Il y a un complot entre les terriens et un autre peuple extraterrestre qui leur cherche un petit peu des noises, hein, qui ourdit. Donc, c'est vrai qu'à la fin du tome 1, il n'y avait pas un gros cliffhanger, mais on s'attendait quand même à ce que ça bouge vraiment beaucoup plus dans le tome 2. Et effectivement, j'ai lu ce roman en même pas une journée. Parce qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Là, il y a l'action pleut, mais alors, voilà, ça fuse. Hein. Je peux vous dire que ça fuse. Voilà, les relations entre les personnages est très très profonde. Si elle était un petit peu survolée et c'était peut-être le reproche que j'avais fait au tome 1, c'est que les relations entre les personnages étaient un petit peu superficielles, hein, pas très approfondies. Ici, on creuse un peu plus la psyché des personnages. Bon, alors il y a de la romance, hein, un petit peu une petite romance là-dedans dans les personnages. Il y a de la diversité, hein, parce qu'il y a un jeune garçon qui éprouve de très forts sentiments pour un autre. Voilà, il n'y a pas que des couples, hommes-femmes. Donc du coup, voilà, j'ai beaucoup aimé, j'ai même préféré ce tome 2 au tome 1. Et bon, alors même si ça révolutionne pas le genre des space opéra, les gentils, les méchants, les gentils, enfin le groupe de 4 là, qui tente de sauver la planète, voilà, ça révolutionne pas le genre, mais au moins on passe un bon moment, et j'ai passé vraiment un très bon moment, même si cette série, à mes yeux, n'atteint pas la qualité des 100. Faut bien le dire, c'est peut-être un cran en dessous, mais bon, ça fait le job. Voilà, ça se lit bien, on passe un très bon moment, et j'ai envie de vous dire, hein, c'est tout ce qu'on souhaite, hein, c'est tout ce qu'on attend d'un bon bouquin. Alors, ensuite, on va passer à l'e-book. Bon, en attendant que la liseuse s'allume, on va pas faire l'e-book tout de suite. Je vais vous parler de l'une des BD que j'ai lues. Il s'agit de La Brigade des Cauchemars, le tome 1, Sarah, de Franck Tillier, Guillaume-Guy Dumont et Drac. Je vous l'avais présenté lors d'un précédent book haul. Pourquoi je m'étais précipitée sur cette BD? Tout simplement parce que Franck Tillier était au scénario, et je me disais, j'ai bien envie de voir ce que ça peut donner en BD. Donc il s'agit d'une BD jeunesse, où on fait la connaissance de Tristan et Esteban, qui forment la Brigade des Cauchemars avec le professeur. Est-ce qu'on a le nom du prof? Non, mais ah si, c'est Angus. Voilà. Le professeur Angus, qui est le papa de Tristan. Ils forment la Brigade des Cauchemars. Ils aident les jeunes, les
les enfants à se débarrasser de leur cauchemar en allant directement se balader dans leur cauchemar pour en trouver la source et justement éradiquer cette source pour que justement les enfants ne fassent plus de cauchemars. Donc ici, la personne à sauver, c'est Sarah, elle fait des cauchemars, elle est admise à la clinique du sommeil tenue par le professeur Angus, et il va envoyer Tristan et Esteban dans le cauchemar de Sarah pour l'aider à surmonter et à se débarrasser de ce cauchemar. Donc, je me disais, voilà, avec Franck Tillier au scénario de cette BD, je me suis dit, on va retrouver toute sa patte scientifique, parce que c'est un peu son dada, hein, les rêves, le cerveau, la mécanique du cerveau, c'est un peu son dada. Et évidemment, ça n'a pas manqué. On retrouve un peu la sphère scientifique de Franck Tillier avec aux commandes de l'enquête ces deux ados. Alors, on en sait très peu sur eux et sur le professeur Angus. Il y a quelques petits détails, quelques petits indices qui nous sont donnés dans ce premier tome, mais clairement, ça appelle une suite. Hein. Il y a beaucoup d'éléments qui restent sans réponse dans ce roman. Et ce que j'ai beaucoup aimé à la fin, c'est un peu d'explication scientifique sur le sommeil. Ce qu'on appelle vulgairement le train du sommeil, avec le cerveau, avec les ondes que produise votre cerveau pendant que vous dormez, selon la phase de sommeil dans laquelle vous êtes. Et voilà, on apprend quelques petites choses aussi sur Tristan et Esteban et sur le professeur, un petit peu sur le professeur Gus. Et j'ai trouvé que c'était expliqué simplement pour être parfaitement compréhensible par les plus jeunes. Et j'ai trouvé ça très très bien fait. Et j'ai vraiment hâte de me plonger dans le tome 2 parce que c'est vraiment une très très belle découverte BD que j'ai faite et ça peut très bien être lu que ce soit par les adultes ou par les plus jeunes. Autre BD que j'ai lu, et là je vais vous présenter les deux parce qu'il s'agit du tome 1 et du tome 2 de Dans les yeux de Lia de Cuna et Carbone, paru aux éditions Dupuis. Alors, le tome 1, Enquête de vérité, et le tome 2, Sur les traces du coupable. Alors ici, on suit Lia, qui est une jeune fille de 17 ans qui s'est fait renverser par un chauffard qui l'a laissée quasiment pour morte et qui ne s'est pas arrêtée lorsqu'il l'a renversée. Résultat, elle se retrouve en fauteuil roulant, elle ne pourra plus jamais marcher. Donc on la retrouve quelques temps après son accident. Elle a été acceptée en stage dans un cabinet d'avocats hyper prestigieux. Et en fait, on apprend qu'elle s'est fait embaucher en tant que stagiaire dans ce cabinet d'avocats, tout simplement parce qu'elle a appris que ses parents avaient négocié avec ce cabinet d'avocats pour retirer leur plainte en l'échange d'une grosse somme d'argent pour payer ses soins. Et du coup, pour Lia, le coupable n'a pas été puni et elle tient absolument à découvrir son identité pour le traduire en justice parce que pour elle, elle a été spoliée de sa vengeance au vu de tous les tourments qu'elle a eus et de toutes les souffrances qu'elle a eues. Et donc du coup, on suit son périple au sein de ce cabinet d'avocats pour essayer de trouver le nom de ce coupable. Alors, elle est aidée en ça par son meilleur ami Antoine, et ça va d'ailleurs créer des situations totalement rocambolesques au sein de ce cabinet juridique. Et on se prend d'attachement pour cette jeune fille qui retranscrit dans une histoire imaginée probablement le calvaire que vit sûrement des jeunes qui ont vécu la même chose. Et voilà, c'est très très bien fait. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai dévoré les deux tomes en un rien de temps. Et du coup, me voilà extrêmement frustrée parce qu'à la fin du tome 2, on a envie d'avoir le tome 3, quoi, forcément. Et donc, du coup, je ne vais pas avoir trop de temps à attendre. Hein, je vais ronger mon frein. Puis de toute façon, j'ai largement de quoi faire en attendant. Donc, le tome 3 sort en septembre 2020. Donc en tout cas, je vous conseille très fortement cette BD.
c'est un gros coup de cœur BD et vous ne pourrez que vous attacher à cette jeune femme très, très courageuse, très volontaire et qui est déterminée à connaître la vérité. Alors, et enfin, je vais vous présenter ma dernière lecture. Pouic, pouic, pouic. On sent que la fille a vachement préparé son truc. Il s'agit de Survivre de Vincent Aoui, paru aux éditions Hugo Thriller. Alors, ce roman a eu la malchance de sortir à quelques jours avant le confinement. Et donc, du coup, il n'a pas eu la publicité et tous les retours escomptés sur ce roman. Et je trouve que c'est un petit peu dommage parce que c'est quand même un roman d'actualité. Donc on se situe en 2035. La Terre a subi d'énormes cataclysmes climatiques, laissant les pays et les continents dans une misère noire. S'en est suivi une crise économique sans précédent. Voilà, les tickets de rationnement ont été réhabilités dans tous les pays. Les rebelles, il y a des guérillas urbaines qui se montent. Les pillards pillent à qui mieux les magasins restant encore ouverts et qui ont encore du stock. Sinon, ils s'attaquent aux maisons des particuliers. Et dans tout ça, il y a un milliardaire qui a décidé de créer une émission de télé-réalité sur le thème de la survie. Donc il a sélectionné un certain nombre de candidats et chacun aura un coach. Et il fait donc appel à Florian, qui lui s'est retiré du monde pseudo-moderne. Il vit dans une tente reculée au fin fond des montagnes. Il cultive son petit potager. Bref, il vit en autosuffisance complètement. Il a complètement laissé tomber tout ce qui est technologie. Et il vit reclus dans ce petit havre de paix suite à la perte de sa femme et de sa fille lors d'un cataclysme climatique quelques années auparavant. Et donc du coup, il est appelé en tant que coach par ce milliardaire, vivement recommandé par son frère. Quand il arrive sur place, il apprend que son frère a disparu, sans laisser de traces, et il va donc mener l'enquête pour savoir sur quoi enquêter son frère qui est journaliste. Et donc il va accepter la proposition d'emploi de coach, et il va coacher une gamine de 17 ans. Je me souviens même plus de son prénom. Ah, je sais plus. Zoé, voilà. Il va coacher Zoé. Alors, au début, hein, les relations entre ces deux-là sont franchement pas simples. Et puis bon, au fur et à mesure, ils vont s'apprivoiser parce qu'ils ont chacun des blessures et des fêlures. Bon, Florian, on l'apprend dès le départ, et on va apprendre à creuser le personnage de Zoé parmi avec les différentes épreuves auxquelles elle va participer, aidée en cela par Florian. Donc, alors, j'ai beaucoup aimé ce roman, et finalement, je me dis que c'est peut-être pas plus mal de ne pas l'avoir lu dès le début de l'épidémie et dès le début du confinement, parce que franchement, je pense que ça aurait quand même ajouté rajouter un peu d'anxiogène déjà à l'état anxiogène où on était tous. Parce que voilà, là, le portrait qui est dressé de notre monde en 2035, alors sachant qu'on est en 2020, donc c'est quand même dans 15 ans, les gars, ce qui est dépeint dans ce roman, pour certaines choses, je pense qu'on n'est pas loin de la vérité. Bon, bien évidemment, c'est romancé, c'est exagéré, mais peut-être pas tant que ça. Peut-être pas tant que ça. Parce qu'au au vu de l'épidémie mondiale qu'on a subie, au vu de la crise économique qui s'ensuit, si en plus de ça on se prend un cataclysme climatique sur le coin de la gueule, bon, on n'est pas à l'abri d'être au même titre que les personnages de ce roman. Alors j'ai beaucoup aimé. Euh, la fin, la fin est ouverte. La fin que nous propose l'auteur peut plaire, peut ne pas plaire.
Mais voilà, c'est un choix qu'il a fait. Et pour être tout à fait honnête, j'espère qu'on n'y arrivera jamais parce que ça fait quand même un peu les miquettes, hein. Mais voilà, la plume de Vincent Houy, elle est fluide. J'ai dévoré ce roman très très rapidement et franchement j'avais vraiment envie de savoir comment tout ça, ça allait se terminer. Et j'ai vraiment eu un gros coup de cœur sur le personnage de Zoé. Parce que c'est une gamine de 17 ans qui a très tôt appris à se débrouiller par elle-même. Elle a vécu des choses qu'une voilà, qu'une gamine de cet âge ne devrait pas expérimenter à cet âge-là, justement. Et, euh, et je l'ai trouvée très adulte. Bah, peut-être même plus adulte que les adultes que l'on peut rencontrer à l'heure actuelle. Et voilà, je l'ai trouvée très touchante, très déterminée, très volontaire. Et voilà, j'ai beaucoup aimé ce personnage et l'évolution de ce personnage. Ce que l'auteur en a fait, voilà, c'est un choix osé, hein, que peut-être un autre auteur aurait pas choisi. Mais vu le ton du livre, franchement, voilà, c'est une voie qui méritait d'être suivie et creusée. Et l'auteur y a été. Et franchement, je dis que ça matche bien avec l'ambiance du bouquin. Donc, en tout cas, je vous conseille vivement la lecture de ce roman. Et voilà, ce roman fait réfléchir vraiment à nos habitudes de consommation, à nos habitudes de vie, qu'il faudrait, à notre échelle, si chacun fait un petit bout, on fait un petit peu, peut-être qu'on arrivera à enrayer la machine et qu'on arrivera encore à sauver ce qui nous permet, enfin, ce qui peut encore être sauvable. Parce que franchement, j'ai pas envie de connaître le monde, notre monde en 2035 tel qu'il est décrit dans ce roman. Donc je vous laisse seul juge et surtout si vous avez lu ce roman, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous aussi, il vous a fait réfléchir sur notre mode de vie et sur ce qu'on a vécu ces derniers mois. Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous aussi, vous avez lu ces derniers temps. Et si vous aussi, vous avez lu les romans et les BD que je vous ai présentés, je serais ravie de discuter avec vous. Je vous souhaite de très très belles lectures, de belles vacances si vous êtes en vacances. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt, bisous!